Bruno Marchal, bonjour, mental coach à Montpellier par WhatsApp, par téléphone quand vous êtes loin, 1 heure de coaching et 15 jours de suivi. C'est ça qui fait la réussite de ces coachings. Aujourd'hui, on va parler de couple et on va parler notamment de la relation des beaux-parents, ou en tout cas de la famille et des parents du couple, et notamment quand l'un des deux est en crise existentielle et quand ça va mal. Comment interviennent les parents et de mon expérience, qu'est-ce qui se passe. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de blagues qui circulent depuis la nuit des temps sur les belles-mères, les beaux-fils n'aiment pas ou des choses comme ça. Alors de mon expérience et de témoignages, donc vous savez, nous sommes une chaîne scientifique ici, donc on ne se base que sur l'expérience. Ce n'est pas une réalité. Puisque la plupart des hommes aiment bien leur belle-mère. Et la plupart des belles-mères aiment bien les beaux-fils. Ça se gâte un tout petit peu quand il s'agit de la belle-mère et de la belle-fille, on va dire. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais c'est quand même pas la majorité des cas. Je pourrais dire, et d'ailleurs des études de confrères en neurosciences ont travaillé là-dessus, la plupart des interactions entre les beaux-parents et les enfants, on va dire, sont plutôt positifs. Et bien sûr, il y a de temps en temps des problématiques. Alors, quand une des deux personnes du couple, le mari ou la femme, est en crise existentielle et qu'elle met en danger notamment les petits-enfants, puisque vous savez que quand on est en crise existentielle, on fait passer on fait passer soit avant, on nous fait passer nous-mêmes avant que son conjoint, ses enfants, etc. C'est les seules périodes de la vie, puisque ensuite on a tous dans notre ADN et dans notre cerveau des systèmes de protection qui font que l'on va aimer nos enfants quoi qu'il arrive, on va les protéger et on peut même faire passer la plupart du temps ses enfants avant soi. On pourrait donner sa vie pour ses enfants, mais dans des périodes existentielles, on préfère aller voir son amant, on préfère aller voir sa maîtresse, on préfère mentir aux enfants, on préfère les faire vivre dans différentes maisons et même si on se le cache, on sait qu'ils vont en souffrir. Donc pendant ces périodes-là, forcément, on a les sages, les parents ou les grands-parents des enfants qui vont essayer de raisonner la personne qui est en crise. Le papa va essayer, notamment le grand-papa, donc va essayer de raisonner sa fille, et ça se passe généralement très mal, un peu comme dans la première crise existentielle de sa vie, qui est la crise d'adolescence, où plus le papa ou la maman font la leçon, plus les relations se tendent et plus la crise existentielle est importante. Alors c'est vrai que si on se place de la part des grands-parents, c'est dur à encaisser de voir sa fille ou son fils faire des bêtises. Alors les beaux-parents dans ces cas-là, la plupart du temps, c'est ce que je vois depuis 1999, critiquent la belle-fille ou le beau-fils, coupent les ponts parfois, parce qu'ils font du mal à leurs petits-enfants. C'est plus compliqué quand c'est les enfants, donc on ne coupe pas les ponts, mais on essaye de les raisonner. Et j'ai souvent vu des conflits entre les parents et leurs filles notamment, ou leurs fils aussi, mais moins fréquemment, où on essaye de les raisonner, et donc à ce moment-là, la dite fille, ou le dit fils finalement, ne va plus voir ses parents, ou les critique, etc. Et comme souvent il y a une tierce personne dans le couple, c'est-à-dire un amant ou une maîtresse, et bien évidemment celui-ci ne se prive pas de critiquer les futurs beaux-parents en disant de toute façon ils n'ont rien compris, nous c'est pas pareil, nous on s'aime vraiment, etc. Et bien sûr, comme dans toutes les relations qui naissent d'une relation adultère, en tout cas la très 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 grande majorité, ce sont des relations de pansement qui finissent par s'épuiser très rapidement, et la personne qui est allée dans une relation de pansement a mis à mal ses enfants, a mis à mal sa famille, s'est fâché ou a tendu la relation avec ses parents, et donc ça crée bien évidemment des périodes de regret et de souffrance après la crise existentielle. Ça fonctionne comme ça depuis très longtemps, depuis la nuit des temps. Tout le monde traverse des crises existentielles, mais quand on est en crise existentielle, la caractéristique fait qu'on ne s'en aperçoit pas et que l'on est dans le déni et que l'on pense que nous, c'est pas pareil. Alors pour quand même aller un peu plus loin sur les relations entre les bourrus et les belles-mères,
Lorsque la belle-mère est souffrante, elle va attendre beaucoup de sa belle-fille, notamment des soins et du réconfort. Vous savez qu'aujourd'hui la société, en tout cas en Occident, a changé et qu'on n'est plus tellement dans des périodes de soins où les grands-parents sont soignés par les enfants ou les petits-enfants. Donc là, ça peut créer des tensions parce que inconsciemment, dans notre ADN, la belle-mère attend de sa bru qu'elle soit présente, puisque c'est dans la nature des choses où les plus jeunes soignent les plus âgés. Et aujourd'hui, comme la bru travaille plus loin, on s'occupe de ses enfants, etc., eh bien, ça peut créer des tensions en disant ma belle-fille ne s'occupe pas correctement de moi, et la belle-fille peut dire ma belle-mère me demande beaucoup trop et j'ai pas le temps de lui donner tout ce qu'elle voudrait que je lui donne. Ce que les belles-filles reprochent à leur belle-mère, c'est le côté envahissant, puisqu'il y a une forme de concurrence, notamment dans l'éducation des enfants et des petits-enfants, entre la bru et sa belle-mère. Et si la belle-mère est un peu envahissante et qu'elle se mêle un peu de l'éducation des enfants, des choses comme ça, voulant aider la plupart du temps, en tout cas c'est mon expérience, eh bien la belle-fille, souvent la bru, le prend mal et ça crée des tensions, alors que le père, le grand-père ne s'occupe pas tellement de l'éducation des enfants, ne rentre pas en conflit avec son beau-fils, puisque le grand-père est plutôt dans un rôle d'apprentissage et de jeu, plutôt que dans un rôle d'éducation. Donc le conflit est lié à cette éducation, et plutôt généralement, de ce que j'ai pu observer en tout cas, entre la bru et sa belle-mère. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut améliorer son rapport avec sa belle famille? D'abord, c'est au début de la relation avoir des discussions en tête à tête, la belle-mère avec la belle-fille, le beau-fils avec le beau-père, avant le mariage, avant que la relation soit complètement sérieuse, avant qu'il y ait des enfants. J'ai remarqué que plus il y avait ces interactions deux à deux, parce que le beau-fils va aller à la pêche avec le beau-père, ou au rugby, ou au football, ou je ne sais quoi, ou que la belle-mère et la belle-fille vont parler de choses qui les intéressent, vont passer du temps ensemble, plus la relation ensuite sera fluide entre les parties, puisqu'il y aura une forme d'intimité qui se sera créée, hein, c'est toujours pareil. Je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur comment améliorer l'intimité entre êtres humains. Et puis, le nombre d'interactions aussi est important. Si les beaux-parents ne sont pas trop absents, mais non plus pas trop présents, et qu'il y a eu cette forme d'intimité, j'ai remarqué qu'effectivement, il y avait beaucoup plus de facilité d'avoir des relations pérennes et apaisées entre beaux-parents et belle famille. Et bien sûr, c'est quand l'un des deux, la femme ou l'homme, trompe, devient infidèle et met les enfants en difficulté, bien sûr là la tension commence à être très 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 grave. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est bien de le redire, généralement les beaux-parents coupent les ponts, ou en tout cas font une action un peu punchy contre la personne qui va mettre en danger sa famille et qui va faire souffrir ses petits-enfants, même si la personne qui est en crise existentielle n'en a pas encore conscience. Alors la belle-mère a aussi un rôle important par rapport à la belle-fille, c'est-à-dire qu'elle est inconsciemment un exemple. Par exemple, si la belle-fille veut s'arrêter de fumer parce que elle attend un heureux événement, si sa belle-mère ne fume pas ou s'arrête aussi, eh bien j'ai remarqué que c'était beaucoup plus facile pour la belle-fille de s'arrêter. Alors c'est que de l'expérience, hein. Il y a peut-être un biais, c'est peut-être juste mes clients qui sont là-dedans. Mais j'ai remarqué ça souvent, c'est que la belle-mère a une forme d'exemplarité, et notamment en cas de changement de vie, arrêt de l'alcool, arrêt du tabac, au moment de la grossesse. J'ai remarqué aussi qu'il y avait moins de syndrome de baby blues après l'accouchement chez certaines femmes, quand la relation avec la belle-mère est bonne, parce que la personne se sent soutenue, comprise. La belle-mère va aussi expliquer que ça y est arrivé, que c'est normal et qu'elle est soutenue. Et donc j'ai remarqué que la relation entre la belle-mère et la belle-fille est importante, donc la relation s'améliore, et donc les relations sont apaisées. Enfin, la belle-fille se sent mieux quand la relation est apaisée avec sa belle-mère. Je me suis aperçu également que le rôle des belles-mères était souvent beaucoup plus efficace que celle du mari. Quand il fallait changer une habitude, les belles-mères étaient beaucoup plus conseillères que les maris.
Enfin, je terminerai par une étude que j'ai trouvée intéressante qui vient compléter ce sujet. Pourquoi souvent les hommes s'entendent bien avec leur belle-mère? On a fait une étude en montrant des photos de la belle-mère entre guillemets jeune parmi 4 autres photos de personnes de son âge. Et donc sans dire évidemment qu'il y avait la belle-mère jeune, on a demandé au gendre finalement de choisir quelles étaient les photos que la personne préférait. Donc si on s'en prend à la statistique, sur un grand nombre de personnes, on devrait avoir, puisqu'on avait choisi des personnes de beauté à peu près égale, 25% de personnes qui préfèrent la personne A, B, C et D. La relation devrait être théoriquement répartie équitablement. Eh bien, on s'aperçoit que les gendres préfèrent à 41% les belles-mères. Donc on est passé de 25 à 41, pas loin du double. Donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose qui existe au niveau de l'ADN, au niveau du choix, puisqu'on préfère sa belle-mère à d'autres femmes si on ne sait pas qui elle est. Voilà, donc ça c'était une anecdote rigolote qui est une étude. Alors je vous l'avais préparée. Alors c'est des collègues de Hongrie qui ont fait ça. Et ils ont fait une étude sur un échantillon pas très important de 32 couples. Mais c'était quand même intéressant de vous dire cette étude parce que c'est vrai que ça rejoint quand même ce que j'observe dans la réalité. Voilà, donc c'était Bruno Marchal. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser des personnes qui sont en crise ou qui veulent comprendre comment fonctionne leur couple ou qui veulent comprendre comment fonctionne l'être humain, mettez un pouce en l'air, ça permettra à votre plateforme préférée, YouTube ou autre, de proposer cette vidéo à d'autres personnes. Et donc grâce à votre générosité, le pouce en l'air, ça va permettre à d'autres personnes peut-être d'apprendre quelque chose et de vivre mieux. Pour vous faire plaisir, abonnez-vous à cette chaîne car vous avez droit, quand vous êtes abonné, à des posts pratiquement quotidiens. Et puis comme nous sommes une communauté bienveillante, positive, on rencontre ces expériences, ces témoignages, on les partage, on les offre aux autres. Et bien sûr, quand vous faites des remarques ou quand vous posez des questions, j'y réponds. Si vous avez la gentillesse de prendre le temps de réfléchir et d'écrire, je prendrai bien évidemment le temps de vous répondre. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.